De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Khaled Higué, président du club 2030 Afrique, et de nos éditorialistes Alfred Chango et Gracien Rokinskiza. Tout de suite, le dossier du jour. Au Bénin, les conditions de vie et de travail des enseignants en zone rurale restent très difficiles. Une situation qui a des conséquences sur la qualité même de l'enseignement. Et malgré les efforts du gouvernement ces dernières années, beaucoup d'enseignants estiment que leur profession n'est pas assez valorisée. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. L'enseignement en zone rurale fait l'objet de nombreux débats, mais sa réalité n'est toujours pas bien connue de tous. Retranchés loin des villes, ces éducateurs sont soumis à des conditions de travail très peu reluisantes. Effectifs pléthoriques, manque de salles de classe, manque de matériel adéquat, les problèmes rencontrés par les enseignants sont de divers ordres. Aussi, leurs conditions de vie ne sont pas encourageantes. Privés la plupart du temps d'eau potable, d'électricité, de soins de santé adéquats, ces enseignants mènent un véritable parcours de combattants pour transmettre le savoir à la nouvelle génération. Ganvié est un village lacustre situé au sud du Bénin. Installé sur le lac Nokoué, la localité qui accueille pourtant des milliers de touristes par an doit faire face à des problèmes sociaux importants. Une immersion au collège d'enseignement général de Ganvié nous a permis de nous imprégner des conditions de travail des enseignants affectés dans ce village lacustre. Ma venue ici, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est passionnant de vivre dans ces milieux, de travailler dans des milieux du genre, pour savoir qu'il y a des réalités qui sont au Bénin, mais insoupçonnables par nos autorités. Ces réalités qui ne sont peut-être pas connues de certaines autorités, de nos décideurs. Le collège d'enseignement général de Ganvié a été créé en 2010. Il reçoit chaque année près de 1000 élèves. Au cours de l'année scolaire 2015-2016, un enseignant permanent et 99 honoraires ont été déployés sur ce site pour assurer l'éducation des enfants. Mais plusieurs difficultés entachent l'accomplissement de la mission de ces enseignants. Hormis les conditions de vie et de travail difficiles, le manque de salles de classe et de moyens de transport constitue aussi des handicaps. Le déplacement des collègues. Avant de venir ici, il faut voir ce que vous avez enduré. Voilà, donc ce problème-là se pose ici avec acuité. Ça prend une bonne partie du budget. Ça fait que les problèmes, les revendications des collègues, jusqu'au niveau où on doit leur donner satisfaction, on n'arrive toujours pas à le faire. Et ils nous comprennent. Ils nous comprennent et nous travaillons la main dans la main. Non loin de Ganvié, à Souava, le collège d'enseignement général niché à 4 km de l'embarcadère d'Akasato connaît les mêmes difficultés. Les enseignants s'évertuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais les résultats des élèves au cours des examens nationaux ne sont guère satisfaisants. Les zones désertes et un peu Sékou, pratiquement, ce sont les mêmes difficultés, je vais dire, les mêmes difficultés. Après, par la traversée du fleuve que nous on a ici, c'est pratiquement les mêmes. Les apprenants n'ont pas les moyens pour pouvoir être au cœur de leur apprentissage, être au centre de l'apprentissage. Ici, quel parent va demander « prends ton cahier pour étudier » Ils n'ont pas pratiquement. Donc c'est les mêmes difficultés. Les apprenants reviennent toujours sans rien apprendre. Ils reviennent au cours prochain sans même parfois toucher le cahier parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les encourager à dire « prends le cahier, étudie ». Les enfants qui sont ici sont un peu éloignés de la réalité que vivent ceux qui sont en ville. Et il est souvent difficile de mettre en application ce que nous enseignons, surtout en les mettant dans la même balance que ceux qui sont sur la terre ferme. C'est souvent difficile. On est obligé de faire avec, parce que c'est une zone où il n'y a pas de lumière, c'est des gens qui n'ont pas accès à l'outil informatique et l'Internet pour faire des recherches aujourd'hui, c'est pratiquement difficile, voire impossible. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, les enseignants en zone rurale sont soumis au même cahier de charges que leurs collègues en milieu urbain. Ils sont également évalués dans l'exercice de la profession. Cela s'effectue par des visites des inspecteurs pédagogiques dans les écoles. Il faut dire que les enseignants en zone rurale, ont compris, ou comprennent qu'ils ont choisi de travailler, d'être enseignants
les conditions ont fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui en zone rurale. Ils essayent de faire face à leur mission, à leur charge, comme s'ils étaient en zone urbaine. Il faut dire que ces enseignants sont à féliciter. Les enseignants qui arrivent ici, on les félicite. Et on voit tout ce qu'ils font comme travail pour apprendre nos enfants à devenir quelque chose dans leur vie. En ce qui concerne l'enseignement, on les remercie beaucoup, on les félicite. Pour l'amélioration de leurs conditions de travail, les enseignants en milieu ruraux formulent des doléances à l'autorité de tutelle. Ces revendications sont portées à la connaissance des autorités par le biais de leur syndicat de base. Réunis au sein du Fondation des syndicats de l'éducation, ils ont pu obtenir l'adoption des statuts particuliers des personnels enseignants. Des statuts qui ont pris effet à partir du 1er janvier 2016. Nous-mêmes, dans le cadre de nos tournées pour aller prendre contact avec les militants sur le terrain, nous vivons la réalité de ces situations-là, les conditions dans lesquelles ils vivent, et nous constatons que c'est des conditions extrêmement difficiles. Et nous attirons l'attention du gouvernement, donc de notre employeur, l'État, sur la nécessité d'arranger un peu ces situations-là pour accroître la motivation de ces collègues-là à rester là. Déjà, en acceptant d'aller travailler là, c'est déjà un engagement, parce que certains ne résistent pas. Et par rapport à cela, avec le gouvernement, nous avons réussi à mettre en place une série de mesures qui vont dans le sens de la motivation de ces personnels-là, à savoir l'octroi de primes pour zones déshéritées ou de primes pour zones d'accès difficiles. Et il y a, dans ces zones-là, on a catégorisé, il y a la zone verte, il y a la zone jaune, la zone rouge. À Ganvié, à Soava, dans de nombreux villages du Bénin, les conditions de travail et de vie des enseignants restent tributaires du faible taux d'investissement public dans ces zones. Malgré ces conditions, les éducateurs effectuent un véritable sacerdoce avec engagement, abnégation et patriotisme. Les statuts particuliers des personnels enseignants mettent un accent sur les conditions de vie et de travail des enseignants en général et ceux des milieux ruraux en particulier. Ces tests présagent une amélioration des conditions de travail des éducateurs en milieux ruraux. Affiliés aux fondations des syndicats de l'éducation, qui comportent 64 organisations syndicales de base, ces enseignants mènent la lutte ensemble afin de se faire entendre par les autorités de tutelle. Ils militent aujourd'hui pour la mise en œuvre effective des différentes mesures contenues dans les statuts particuliers. Khaled Igué, il faudrait un statut particulier pour ces enseignants en zone rurale? Oui, il faudrait un statut particulier parce que, comme on le voit dans le reportage, la charge n'est pas aisée et le travail est difficile. Je suis touché par ce reportage parce que, personnellement, je suis béninois déjà. Et il faut savoir que le système éducatif, l'éducation reste le seul recours à deux fléaux importants que nous connaissons dans nos pays africains. Et le Bénin n'échappe pas à la règle. C'est donc la pauvreté, l'extrême pauvreté et donc l'exclusion sociale. Mais avant même de parler du statut des enseignants, il faudrait savoir qu'il y a trois aspects importants qu'il faudrait revoir même avant d'engager des réformes du secteur de l'éducation. Il y a d'abord de clarifier les rôles entre le privé et l'État sur la mise en place des infrastructures d'éducation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de clarifier le rôle entre l'État central et les États décentralisés. Et enfin, de revaloriser donc le statut des instituteurs et de reconsidérer les salaires. Il faut savoir aujourd'hui que tous les pays qui ont fait une révolution du système éducatif ont mis au moins 6% de leur PIB. Aujourd'hui, le Bénin ne manque que 2,9% de son PIB. Comment on va faire? C'est très difficile. Et enfin, il faudrait mettre des solutions adéquat pour réformer le secteur de l'éducation. Et vous prenez le cas du Bénin aujourd'hui avec le nouvel gouvernement, vous voyez quand même qu'ils font un clin d'œil. Il y a 3 ministères parmi les 21 portefeuilles qui sont consacrés à l'éducation. Le ministère de l'enseignement primaire, le secondaire et l'université avec la recherche. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une volonté. Mais au-delà de la volonté, il faut afficher un budget important qui est au moins de 6% du budget du pays. Alfred, les efforts des autorités sont encore insuffisants en direction des enseignants, notamment en zone rurale. Fanny, lorsqu'on a suivi le débat de l'élection présidentielle entre les deux tours du Bénin, les deux candidats qui étaient en lice, Zinsou Lionel et puis Patrice Talon, tous étaient d'accord pour reconnaître qu'il y avait des efforts à faire au niveau justement de la scolarisation des enfants et de la condition enseignante au Bénin, qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens, qu'il fallait effectivement consacrer beaucoup plus de moyens parce que
un pays ne se développe que lorsque sa jeunesse, lorsque ses enfants ont été scolarisés de la meilleure façon qui soit. Sans l'éducation de la jeunesse, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement, parce que tout passe par là. Et donc l'enseignant rural, en milieu rural, moi j'ai été aussi très ému de voir ce reportage. Ça me rappelle aussi des souvenirs de ces enseignants du primaire dans les villages qui, alors à l'époque, ils avaient des vélos pour leur déplacement. Et puis même quand il y avait l'absence de l'État, qu'est-ce qu'on faisait? Mais ils avaient des potagers à côté, il y a des élèves qui travaillaient dans ces petits potagers, comme ça compensait le manque de salaire. Mais comme l'a dit le journaliste dans le reportage, pour eux c'était une mission, un sacerdoce, une abnégation. Donc ils faisaient don, ils acceptent. Et là on le voit, c'est pareil. Mais on ne peut pas continuer éternellement à travailler dans ces conditions-là. Donc il faut mobiliser plus de moyens. Et quand on sait que le Bénin, comme beaucoup de pays africains, sont des pays pauvres, n'ont pas beaucoup de moyens à consacrer parce que tout est urgent, tout est prioritaire, etc. Si on consacrait 6% du budget comme ça, on dépouillerait de l'autre côté. Donc il faut trouver vraiment le juste milieu pour dire, bien, les enfants, ils ont envie d'aller à l'école. Les parents, ils ont envie aussi que leurs enfants aillent à l'école. Tout le monde a cette envie. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de voir comment cet engouement des jeunes enfants africains, malgré la faiblesse des moyens des parents, malgré les difficultés, aller toujours à l'école. Je pense effectivement qu'il faut mobiliser plus de moyens dans ce sens-là. Gracia, on peut le dire, les conditions de travail et de vie affectent clairement les performances professionnelles. Oui, ça va de soi parce que déjà les enseignants n'ont pas accès aux bibliothèques, les grandes bibliothèques de la ville, n'ont pas accès à Internet pour consulter, pour savoir ce qui se fait déjà pour actualiser leurs connaissances. Et en même temps, les conditions ne permettent pas vraiment une bonne préparation des cours, comme ailleurs où on peut faire jusqu'au soir. Par exemple, ils ont l'électricité. À la campagne, souvent, il n'y a pas d'électricité. Et en plus... Des lampes pétrole. Oui, mais ça abîme les yeux. Et en fait, c'est que les enfants aussi ne sont pas bien lotis. Parce que souvent, ces enseignants qui vont à la campagne sont des enseignants, on sait bien ce qui se passe en Afrique, qui n'ont pas pu avoir un piston pour rester dans la ville. Donc, finalement, on envoie des enseignants qui... Et d'ailleurs, même, on va chercher les plus compétents, on va les ramener en ville pour enseigner dans les écoles où il y a les enfants des ministres, les enfants des directeurs généraux. Et finalement, on va se retrouver avec des enfants qui sont déjà à la campagne, qui n'ont pas de livres, et en même temps avec les enseignants qui peuvent, à un certain moment, se dire qu'ils sont délaissés et faire le travail vraiment pour gagner de l'argent et non pas pour vraiment enseigner en tant que tel. Bon, il y en a qui le font, mais à un certain moment, il y en a qui sont découragés mais qui continuent le travail. Khaled Ilgué, il y a un manque de valorisation, de considération du métier d'enseignant? Je ne pense pas qu'il y ait... Ce n'est pas une volonté, en tout cas, si c'est le cas, ce n'est pas une volonté. C'est sûr que par manque de moyens, on pêche et on donne cette impression-là. Je voudrais quand même insister que la charge pour les gouvernements aujourd'hui, elle est colossale. Il faut répondre à la question de l'éducation, il faut répondre à la question de santé, il faut nourrir les populations. Donc la charge est colossale. Donc effectivement, quand j'avance 6% du PIB, ce n'est pas négligeable. Ça voudrait dire qu'il faut trouver des solutions. Le partenariat public-privé fait partie de ces solutions. Ça existe dans beaucoup d'autres pays, en Amérique latine et beaucoup d'autres ailleurs. Les infrastructures d'éducation, on peut le regarder avec le privé. Après, le système éducatif en lui-même qui reste régalien, l'État peut s'en occuper. Mais je pense qu'on sera obligé d'aller vers ça si on veut que notre système éducatif suive l'évolution et suive l'économie. Ça, c'est important. Alfred, comment on fait pour que ces conditions de vie et de travail difficiles des enseignants ne créent pas des disparités entre les élèves des zones rurales et des milieux urbains? Mais on en est déjà dedans, Fanny, parce que justement, dans les milieux ruraux, il manque un peu de tout. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, et donc les conditions de travail, l'accès, il n'y a pas de bibliothèque, donc les enseignants sont obligés de faire avec les moyens du bord qui sont à leur disposition. Je pense effectivement qu'au niveau du ministère de l'enseignement primaire, il faut imaginer effectivement de mobiliser des moyens déjà pour équiper les écoles de l'arrière-pays
en livres. On voit il y a des cahiers, mais les parents n'ont pas toujours la possibilité d'acheter ces cahiers. Donc il faut mettre en place des systèmes de fourniture scolaire à ces écoles rurales. Et puis pour les enseignants, effectivement, la question du salaire, elle est importante, mais comme je disais, les États n'ont pas toujours les moyens pour le faire, parce que ne maîtrisant pas non plus le nombre des enseignants qui existaient. Donc, on privilégie les villes au détriment des campagnes. Il faut peut-être imaginer une autre manière de financer cela avec les parents, puisque la plupart dans l'arrière-pays sont des agriculteurs, voir comment, à partir de la production agricole, comment une partie peut être consacrée à cela. La question du public-privé, c'est très compliqué parce que le privé, ce n'est pas du bénévolat. Sauf à faire comme Aliko Dangote, consacré, on est parvenu, on a réussi à avoir de l'argent, à se dire, je fais don d'autant de millions de francs CFA pour construire des écoles, pour l'enseignement, en tout cas dans les campagnes, dans les villages. À ce moment-là, ça peut être possible. Mais je vois très peu de philanthropes africains, malheureusement, c'est ça le vrai problème. Oui, Patrice Talon est président aujourd'hui, mais il avait beaucoup d'argent. Qu'a-t-il fait quand il était encore dans ces industries du coton et tout ça pour financer des écoles, même dans son village natal? Vous voyez, il y a là des questions qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi, au niveau national, des philanthropes, les riches qui sont sur place, qui peuvent se transformer en philanthropes pour soutenir justement l'éducation dans les campagnes. Garcia, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait venir d'initiatives privées? L'initiative privée ne peut pas démarrer vraiment de l'école primaire, par exemple. Il faut aller dans les écoles secondaires, voire l'université, et surtout dans les domaines techniques, parce que les entreprises vont financer, disons, la formation des techniciens, des gens qui vont servir les mêmes entreprises dans les domaines concernés, une façon d'améliorer, disons, la compétitivité de ces mêmes entreprises. Sinon, je ne vois pas comment vraiment les entreprises peuvent financer. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Situation confuse aux Comores après l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la commission électorale. La victoire d'Azali Assoumani est confirmée, mais le camp adverse ne reconnaît pas ces résultats et attend le verdict de la Cour constitutionnelle. Et 3 candidats sont en lice pour succéder à Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. Parmi eux, il y a le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, Agapito Mbamokui. Il a donné ce mercredi à Addis Abeba les raisons de sa candidature. Nous allons marquer une nouvelle pause, un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.